merci d'être venu à ma présentation qui s'intitule « Les coûts des lésions professionnelles, une revue de littérature ». Donc, en guise d'introduction, il y a environ 100 000 lésions, demandes d'indemnisation pour lésions professionnelles qui sont acceptées annuellement. Et on se demande à l'Institut dans quelle mesure la prise en compte des coûts des lésions professionnelles peut influencer le choix des priorités de recherche à l'IRSST. Donc, plus spécifiquement, on a deux objectifs précis, donc soit d'identifier, définir et classifier les composantes des coûts des lésions professionnelles et de présenter les différentes méthodes pouvant être utilisées pour estimer les coûts des lésions professionnelles. La recherche bibliographique par l'entremise de l'informathèque, bon, on a consulté plusieurs bases de données traditionnelles pour le sujet d'étude. On a ressorti 27 recherches théoriques et 40 recherches appliquées. On s'est surtout concentré sur les recherches qui estimaient au moins les coûts indirects des lésions, juste les coûts d'indemnisation. C'était pas vraiment ce qui nous intéressait. On remarque que 65% des recherches appliquées sont d'origine américaine, donc il y a très peu d'études canadiennes, il y a très peu d'études québécoises également. Dès les premières lectures, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses différences entre les études, puis ça vient entre autres de l'agent économique qui était à l'étude. Donc il y a des études qui se basent sur, qui analysent les coûts pour l'employeur. Il y en a qui ciblent davantage les travailleurs, et d'autres qui estiment les coûts pour l'ensemble de la société. Ça fait une différence dans les méthodes qui sont utilisées, dans la classification des coûts et les éléments de coûts à considérer. Un autre élément qui est important à mentionner, c'est la dimension temps. Dans ce qui a été recensé, on voit deux types d'études. On estime soit les coûts en termes d'incidence ou en termes de prévalence. Donc, si on regarde le tableau qui est là, on a trois lésions, la lésion A, la lésion B et la lésion C. Les trois surviennent à une année d'intervalle, T-2, T-1 et T0. Chacune engendre des coûts durant 3 années consécutives. Donc, si on estime les coûts en termes de prévalence en date de T0, ce qui nous intéresse en fait, c'est l'ensemble des coûts qui ont été engendrés durant une année en particulier. Donc, si on regarde la prévalence à T0, en fait, les coûts serait tout simplement la somme de A0, B0 et C0. Par contre, si on veut calculer les coûts en termes d'incidence, alors là, on s'intéresse aux nouvelles lésions qui sont survenues en date de T0. Dans notre exemple, j'ai seulement la lésion C. Donc, alors, on s'intéresse seulement au coût de la lésion C, mais on s'intéresse à l'ensemble des coûts futurs de la lésion C. Donc, ce type d'estimation nécessite souvent de faire des prédictions, des anticipations des coûts futurs. Et ensuite, on actualise le tout à l'aide d'un taux d'actualisation. Donc, c'est sûr que ça apporte un peu d'imprécision dans les résultats. Par contre, ça donne vraiment le vrai coût de la lésion dans le temps. Il y a 3 grandes catégories de coûts. Les coûts directs et indirects, c'est souvent la terminologie qu'on utilise habituellement. Récemment, dans les études, on va inclure une 3e catégorie de coûts qui est les coûts humains, les coûts intangibles. Il n'y a pas vraiment de consensus quant aux éléments faisant partie de ces catégories. Par exemple, si on prend trois articles différents, il peut y avoir un élément de coût qui se retrouve dans les coûts directs dans une étude, mais dans les coûts indirects dans la 2e, puis dans la 3e, ces coûts-là ne seront pas considérés. Donc, les principaux coûts directs considérés dans la littérature sont les frais médicaux. Certains auteurs vont inclure les services d'urgence, comme la police, les ambulances, les pompiers. Certains auteurs vont également inclure des frais funéraires. Pour ce qui est des coûts indirects, c'est des coûts qui ne sont pas directement liés au traitement et à la réparation de la lésion, mais qui ont des conséquences sur l'employé blessé, sa famille, l'employeur, les collègues de travail, la collectivité. Ils n'impliquent pas nécessairement de sortie effective d'argent. Donc, les principaux coûts indirects considérés dans la littérature, on retrouve la productivité perdue, les coûts salariaux, ça peut être du temps supplémentaire pour compenser la perte d'un travailleur accidenté. Les avantages sociaux. Le travail ménager, c'est plus absorbé par le travailleur. Donc, si la personne, le travailleur, n'est pas en mesure de faire son emploi, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas en mesure de faire du travail ménager à la maison. Donc, c'est des coûts qui sont absorbés par le travailleur. Les coûts administratifs, là, on parle de frais de recrutement, de formation. Les coûts humains reposent essentiellement sur la valeur du changement de la qualité de vie du travailleur et des personnes environnantes, donc la famille, les amis, les collègues de travail et autres membres de la communauté. Donc on parle aussi de préjudice corporel, de douleur, de souffrance, de perte de jouissance de la vie. Il n'y a pas vraiment de méthode qui estime les coûts totaux. En fait, ce qu'on fait dans les études, c'est qu'on va coup par coup
On essaie du mieux qu'on peut d'estimer ces coûts-là. Et on va utiliser des méthodes pour nous aider à les estimer. Donc la méthode du capital humain, elle mesure la productivité d'un individu par sa contribution au produit intérieur brut. Donc, il peut s'estimer par le salaire brut avant impôt du travailleur. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le salaire du travailleur, puis on présume, on prend comme hypothèse que ça correspond à la productivité de celui-ci. Donc, c'est pour des absences à court terme, on peut prendre la durée d'absence du travailleur, on le multiplie par son salaire, puis ça peut nous donner la productivité qui est perdue suite à une lésion. Quand il y a un décès, par contre, on va utiliser un modèle semblable à celui-ci, où on veut estimer le salaire perdu du travailleur jusqu'à l'âge anticipé de la retraite. Donc ici, on a mis 65 ans. Donc si la personne a 50 ans et décède d'un accident de travail, bien, pour estimer la productivité perdue avec cette méthode-là, on va essayer d'estimer quels sont les revenus, les salaires perdus jusqu'à l'âge anticipé de la retraite, donc de 65 ans. À ça peut s'ajouter également les avantages sociaux et le travail ménager pour avoir un portrait plus global de la productivité qui est perdue. La méthode des coûts de friction, c'est un peu une critique de la méthode du capital humain. Elle critique le fait d'estimer les salaires perdus jusqu'à l'âge anticipé de la retraite. En fait, il y a bien des chances qu'il y ait du chômage sur le marché du travail et qu'un chômeur prenne la place du travailleur décédé, par exemple. La perte de productivité, elle se limite à la période de friction qui correspond à la date d'accident jusqu'à la date de recrutement d'un nouvel employé. Donc, il y a deux méthodes pour estimer, qu'on a vu dans la littérature, pour estimer les coûts humains associés aux lésions professionnelles. La première, les indices d'état de santé. Donc, cette méthode-là permet l'évaluation de différents états de santé à l'aide d'une seule unité de mesure. Les deux principales mesures, c'est la mesure Kelly et la mesure Daly. Kelly est une mesure de la qualité de vie et Daly est une mesure d'invalidité. Les deux se situent entre 0 et 1. Par exemple, Daly, 0 ne représente aucune invalidité. Par contre, un Daly de 1 correspond à une invalidité totale. Donc, la façon de procéder, par exemple, pour un Kelly, disons qu'on suppose un travailleur qui se coupe une main et selon des tables qui ont été créées, par exemple, par l'Organisation mondiale de la santé, on est capable de savoir que ça engendre une invalidité d'environ 10 %, par exemple. Si la personne elle a 60 ans et on estime que son espérance de vie est de 80 ans, ça veut dire qu'elle va vivre pendant 20 ans avec une invalidité de 10 %. Donc, on fait en fait une somme de 10 % fois 20 années, donc ça fait 2. Donc, la perte, le coût humain relié à cette lésion-là est de 2 Kelly. Un Kelly étant une année de vie en parfaite santé. Donc, c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle permet de pouvoir, par exemple, dans notre cas, vouloir classifier les lésions professionnelles selon les secteurs d'activité économique, selon le type de lésion. On est capable de dire, dans tel secteur, les lésions ont engendré X nombre de Kelly versus tel autre secteur. Par contre, combien vaut un Kelly, combien vaut un Daly, on ne sait pas. Il y a un besoin de pouvoir estimer des coûts humains en termes monétaires, puisque quand par exemple, au gouvernement, si on fait des analyses coûts-bénéfices, les coûts sont en dollars. Si les bénéfices sont en vie sauvée ou en lésions évitées, quand on fait une analyse coût-bénéfice, on ne peut pas dire que les coûts sont de 200 millions et les bénéfices sont 500 Kelly. Donc la méthode de la disposition à payer, elle permet cela. En fait, elle estime le montant qu'un individu ou une société est prêt à payer ou à recevoir en échange d'une variation marginale de son risque. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que cette méthode-là, en fait, elle peut s'appliquer à plein de choses, comme par exemple le bruit assourdissant des avions qui passent au-dessus de nos maisons ou le temps perdu dans un embouteillage, dès qu'on est prêt à payer pour éviter ces situations-là. Donc, à la base, cette méthode-là, elle est surtout utilisée pour estimer la valeur statistique d'une vie humaine. Donc, le modèle de base est le suivant. Au numérateur, on a le montant qu'on est prêt à payer pour une variation de notre risque. Et au dénominateur est la variation du risque. Par exemple, si chacune des personnes d'une société est prête à payer 100 $ pour réduire son risque de 3 sur 100 000 à 1 sur 100 000, donc là, en appliquant la simple formule, ça donne 100 sur 2 sur 100 000, donc la valeur d'une vie humaine serait de 5 millions de $. Donc ça, c'est un exemple très simple.
En fait, qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, c'est d'estimer, de trouver le 100 $. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour une variation de leur risque. Donc, il y a deux méthodes qui sont utilisées dans la littérature. L'évaluation contingente par questionnaire, en fait. La méthode des préférences révélées, qui analyse le comportement des individus sur le marché. Et la plus utilisée, c'est la méthode des préférences révélées, et en particulier l'approche risque-salaire qui fait partie de cette méthode-là. L'approche risque-salaire, la façon que ça fonctionne, en fait, c'est qu'on se construit une base de données de travailleurs. On a des salaires, on a des professions, on a des risques associés aux professions, on a d'autres caractéristiques qui peuvent influencer le revenu, comme l'éducation, le sexe. Et en fait, on procède par régression pour essayer d'isoler la variable phi, qui est associée à la variable de risque P. Donc, en procédant par régression, on obtient un phi chapeau. Et ce phi chapeau-là, on l'utilise pour calculer la valeur statistique d'une vie humaine. Donc, c'est pas mal la méthode qui est la plus acceptée par les économistes. En fait, les valeurs de la vie qui sont utilisées au niveau gouvernemental proviennent d'études qui estiment la valeur d'une vie à l'aide de cette méthode-là. Par exemple, j'ai un petit tableau aussi qui présente les différentes agences gouvernementales dans le monde qui ont utilisé cette méthode-là dans des études. Et dans la dernière colonne, on voit la valeur statistique d'une vie qui sont utilisées en millions de dollars. Mais plus récemment, on observe que le ministère des Transports du Québec a utilisé 3,23 millions de dollars dans une étude en 2007. Le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada suggère quant à lui d'utiliser 6,11 millions de dollars. Et le US Department of Transportation suggère d'utiliser quant à lui 5,8 millions. Par contre, ça ne dit pas grand-chose sur les lésions. Je veux dire, alors, il n'y a pas nécessairement juste des décès professionnels, il y a aussi des lésions, des blessures. Comment on fait pour estimer la valeur, par exemple, d'une main coupée? Mais il y a moyen de le faire en utilisant conjointement la méthode des indices d'état de santé qu'on a vu tantôt, les Kelly et Daly, conjointement avec la DAP, la disposition à payer. Donc, la façon de procéder, en fait, c'est si on est capable d'estimer la valeur statistique d'une vie humaine, on est capable d'évaluer la valeur d'une année de vie. Par exemple, si cette valeur est de 100 000 $ et que l'invalidité est de 10 dépendant, ça veut dire que l'individu qui subit cette invalidité-là, son coût humain est estimé à 10 000 par année. Si c'est une incapacité permanente. Donc, on va estimer les coûts futurs de cette lésion-là et on va actualiser le tout en dollars d'aujourd'hui. Donc, ici, j'ai un petit tableau qui présente des exemples de poids qui ont été développés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ça va de 0 à 1. Là. On voit à peu près 10 d'invalidité, une plaie ouverte. Ça peut aller jusqu'à le sida, 56 %. Donc, en conclusion, l'IRSST doit établir une méthode d'estimation des coûts des lésions professionnelles en lien avec ses objectifs et à l'aide des données qui nous sont disponibles, qui tenant compte de la spécificité du Québec. Donc, les données disponibles, on a les données de la CSST. On a également des données provenant de la littérature. Et les objectifs, on l'a dit précédemment, c'est vraiment faire de l'ordonnancement. Tout ça dans le but d'apporter un éclairage différent sur les choix des priorités de recherche à l'IRSST en complément des autres indicateurs déjà utilisés. On n'a pas l'intention d'utiliser simplement les indicateurs économiques comme étant la seule indicateur qu'on va citer pour prioriser les recherches. En fait, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'utiliser ça en complément de ce qu'on fait déjà à l'IRSST. Merci.